Kagame est un facilitateur aussi, alors il n'est pas acteur partie prenante. Il est acteur parce qu'il a un conflit déjà avec le Congo. Non, mais... Vous savez, il y a le Rwanda, il y avait le... Grâce à des pudeurs de défenseurs de Kagame, il n'ose pas dire les choses. Les choses sont très simples. Il y avait le processus de Rwanda, il y avait aussi Nairobi. Et donc il y avait des choses. Ça. Là, on pose une question. Il y a quand même des logiques. Exactement. Question très claire, Gratien. Pour le moment. Ils étaient tous les deux face à face devant l'émir du Qatar. Et il était très clair, et toi et moi nous le savons, que le M23 a été appuyé par les RDF pour occuper Goma. Et c'est pourquoi justement Kagame était là dans l'idée que toi, tu le sais. Les deux, tout à fait. Tu as les preuves? Tout à fait. Il y a des preuves, 1000 preuves. Pas de preuves. Il y a 1000 preuves de la présence. Tu n'as pas de preuves. Il y a 1000 preuves. Tout de suite avec le conflit à l'est de la RDC et la médiation du Qatar, une médiation donc sans témoin, une médiation que le Qatar souhaite à la fois discrète et silencieuse après avoir réussi à réunir les meilleurs ennemis, Félix Tshisekedi de la RDC et le Rwandais Paul Kagame. Le Qatar devrait parvenir à organiser un dialogue entre Kinshasa d'un côté et une délégation du groupe armé AFC M23 qui continue de semer la violence à l'est de la RDC. Alors, Gratien, est-ce que le Qatar est en train d'inventer une nouvelle méthode de gestion des conflits ? Je dirais que le Qatar n'invente pas la méthode parce que cette méthode est connue. Il y a plusieurs pays qui ont négocié de cette façon, mais pas au Qatar. Surtout à Rome avec San Egidio. On peut parler de Mozambique et d'autres pays. Les négociations étaient très secrètes à tel point que certaines négociations pouvaient arriver à des résultats sans que vraiment on sache qu'ils sont en train de négocier. Plus on garde le secret sur les négociations, plus les négociations avancent. Parce que si on fait beaucoup de publicité pour des négociations, il y a toujours des interférences des uns des autres qui empêchent les négociateurs d'avancer. Et pour le Qatar, la discrétion, pour moi, c'est une très bonne chose, et surtout que le Qatar s'entend avec le RD Congo et le Rwanda. Est-ce que le Qatar est en train de réussir, Alfred, ce que n'ont pas pu réussir les instances régionales ou des pays comme l'Angola qui ont tenté aussi des médiations dans ce conflit ? Je pense que le Qatar court-circuite, au fond, tout le système de négociation des Nations Unies, de l'Union africaine, de la région de l'Est de l'Afrique ou de la SADC, qui avait mis en place, et si on énumérait ici toutes les délégations, les missions qui ont été créées justement par ces structures-là pour régler ce conflit, on n'en reviendrait pas. Le Qatar les court-circuite. De quels arguments dispose le Qatar alors, vous le savez ou pas Est-ce que vous étiez sous la table N'est-ce pas on va y arriver, Francis. Mais le Qatar joue là, mais ce n'est pas la première fois que le Qatar fait cela. Gratien a rappelé qu'il y a de bonnes relations entre le Rwanda et la RD Congo et puis le Qatar. Bien. Ce que l'émir du Qatar a observé simplement, c'est qu'il y a eu trop de tapage, trop de bruit autour de ce conflit et que finalement tout a échoué. Et donc il a essayé de le faire discrètement. D'où la rencontre Kagame-Tshisekedi au mois de février tout récemment. Et puis maintenant, les délégations qui se sont retrouvées pour discuter des préliminaires des négociations. De toute façon, il y a une date qui est prévue, le 9 avril prochain, des nouvelles négociations. Et cette fois-ci, le Qatar accepte de le faire officiellement.
officiellement. Donc, des délégations vont se retrouver une fois de plus. Délégation Kinshasa. Kinshasa, oui, et le AFC M23, voilà. Sans le Rwanda officiellement. Je pense qu'ils sont déjà là-bas. Sans le Rwanda. Non, mais ils étaient partis depuis un moment pour les discussions qui ont eu lieu cette semaine, la semaine dernière, et qui ont fixé justement, voilà. Donc le Qatar joue sa partition aussi. Je dois rappeler aussi que ce que le Qatar fait est aussi en lien avec ce que son grand voisin est en train de faire avec les États-Unis, le conflit ukraino-russe. L'Arabie Saoudite, exactement. Et donc ça permet au Qatar, en souterrain, de commencer une négociation et puis, puisque maintenant tous les protagonistes sont d'accord de se parler, eh bien de sortir de l'ombre pour dire, bon ben voilà, nous allons travailler ouvertement puisque les termes des discussions sont sur la table. Mais Jean-Paul Benoît, est-ce que le Qatar, tout comme son voisin, l'Arabie Saoudite, est-ce que le Qatar devient un grand acteur de la diplomatie internationale ? Oui, c'est un acteur, grand, j'en sais rien, c'est un acteur de la diplomatie internationale. Oui. Comme l'Arabie Saoudite, notre ami l'a rappelé. La diplomatie, il y a deux sortes de diplomatie. C'est Talleyrand le disait mieux que moi, il l'avait mieux pratiqué que je ne le ferai jamais. Il disait il y a la diplomatie du spectacle. C'est celle que pratique M. Trump. C'est une diplomatie qui se transforme en meeting politique. Et on voit que les résultats de la diplomatie de M. Trump dans le conflit ukrainien ne sont pas décisifs. Donc, à un moment donné, quand il s'agit de résoudre une crise grave entre deux pays, le Rwanda et le Congo, il vaut mieux être dans la modestie, dans la réserve et essayer de régler les problèmes face à face sans prendre à témoin l'ensemble des acteurs internationaux. Vous avez cité Sant'Egidio. Moi, j'ai eu à travailler avec Sant'Egidio quand j'étais au ministère de la Coopération. Voilà, c'était une diplomatie d'influence, d'apaisement et discrète. Donc, je suis davantage pour la diplomatie discrète que pour la diplomatie de l'esbrouf. Cela dit, on n'a pas encore vu les résultats, le début des résultats de cette médiation qatari. Il faut rappeler que le 18 mars dernier, les deux dirigeants rwandais et congolais s'étaient rencontrés à Doha, à l'initiative de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Et à l'issue de cette rencontre, les deux dirigeants, congolais et rwandais, avaient appelé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Mais alors, pourtant, le M23 continue son offensive dans l'est de la RDC. On a le sentiment finalement que voilà, on se demande à quoi a servi finalement cette rencontre et surtout cet appel à un cessez-le-feu, puisque les affrontements continuent. Bon, l'appel pour un cessez-le-feu, c'est toujours ça. On le dit toujours avant pour chaque négociation. Ah, mais c'était quand même une déclaration très solennelle à l'issue de leur rencontre. Mais c'était une négociation quand même qui était. Sauf qu'il manquait un des belligérants. Le M23 qui ne participait pas. Ah. Et en plus, au niveau de l'avancée, quand on regarde... Non, attendez. Quand vous dites qu'il manquait un belligérant, à qui donc adressait-on cet appel à un cessez-le-feu? Bon, ça s'adressait aux gens qui étaient sur le terrain. Oui, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que d'un côté, Tshisekedi s'adressait à son armée, et de l'autre côté, Paul Kagame s'adressait au M23. Oui, il n'ose pas dire le Rwanda. N'est-ce pas? Non, c'est pas le Rwanda, c'est pas le Rwanda. D'autant plus que maintenant, il y a des négociations. Il y a le M23 maintenant qui est en négociation. En quelle qualité le Rwanda pouvait demander un cessez-le-feu alors? Non, parce qu'on sait bien que souvent, il y a des gens qui ont demandé au président Kagame d'intervenir auprès de M23, notamment pour les... On peut dire que Kagame est un facilitateur aussi, alors il n'est pas acteur partie prenante. Il est acteur parce qu'il a un conflit déjà avec le Rwanda. Vous savez, il y a le Rwanda, il y avait le... Grâce à des pudeurs de défenseurs de Kagame, il n'ose pas dire les choses. Les choses sont très simples. Il y avait le processus de Luanda, il y avait aussi Nairobi. Et donc il y avait des choses. Là, on pose une question... Il y a quand même des logiques. Exactement. Question très claire, Gratien. Pour le moment. Ils étaient tous les deux face à face devant l'émir du Qatar. Et il était très clair, et toi et moi nous le savons, que le M23 a été appuyé par les RDF pour occuper Goma. Et c'est pourquoi justement Kagame était là
dans l'idée que Toi, tu le sais. les deux, tout à fait. Tu as les preuves? Tout à fait. Il y a des preuves, 1000 tu n'as pas preuves. de preuves. Il y a 1000 preuves de Non, la présence. tu n'as pas de preuves. Il y a 1000 preuves. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. allez-y. Et donc, ça s'adressait effectivement à Kagame en tant que représentant du M23 au Qatar Enfin, à ce moment-là. représentant ou Ah bah, par- exactement, patron ou ou parrain justement du M23. Vous assumez le terme parrain? J'assume totalement. Et c'est pourquoi Kagame a signé le communiqué final diffusé par le ministre des Affaires étrangères du Qatar, comme quoi les deux appelaient à la cessation des hostilités. Oui, sur mais le il terrain. y a un cessez-le-feu. On parle, oui, d'un cessez-le-feu, mais en même temps, pourquoi, par exemple, la Belgique envoie non, mais 400 militaires à Kinshasa? Qu'est-ce que la Belgique vient faire là-dedans? Du moment où on parle de Je ne vois cessez-le-feu, pas le rapport là. N'est-ce pas? du moment où il y a un cessez-le-feu. Il n'y a qu'un acteur, partie prenante d'un conflit qui peut appeler un cessez-le-feu et adosser une telle en même résolution. temps, de l'autre côté... C'était une résolution commune. Oui, c'est une résolution, mais la résolution peut être, disons, obstruée par En quelle d'autres qualité acteurs. Kagame demandait un cessez-le-feu alors? En quelle qualité il demandait? Bon, c'est normal qu'il demande un cessez-le-feu. C'est normal. Francis, Mais est-ce que je peux vous faire une suggestion? S'il vous plaît. J'aimerais que vous invitiez un Qatari pour qu'il dialogue avec nos deux Ah amis. oui, c'est ça. On va y penser, oui. Excellente suggestion. Oui. Gratien. oui, Allez-y. mais moi, ce que je veux dire, Moi, c'est... ma question était très simple. Que l'appel au cessez-le-feu n'a pas été suivi des faits. Voilà. Ça viendra. Et alors, Quel est votre regard, je dirais, sur la situation après cette rencontre entre Kagame et Tshisekedi à Doha, le 18 mars dernier? Bon, À quoi aura servi cette rencontre? il y a eu beaucoup d'appels au cessez-le-feu. Et on sait bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats après. Mais en réalité, vers Walikale, je pense qu'il y a eu un problème à Walikale. Par exemple, les militaires, les RDF. Non, je parlais de M23. M23 s'était retiré du centre La de langue a Walikale. semblé fourcher, Ce mais qu'on avait c'était dit, qu'ils avaient exactement ça. demandé le cessez-le-feu et va aussi pas le retrait résoudre le problème ce des, soir. N'est-ce pas? des combattants du M23 du centre de Walikale. Mais ce que je dis, justement, c'est qu'il y a eu d'autres acteurs, éventuellement, qui pouvaient changer la donne. Et aussi, il y a des attaques de... Non, de c'est qu'il faut, c'est qu'il faut Vous êtes dire. un peu enfermé, me semble-t-il, dans un certain logiciel. Alors, Voilà, je vais me oui, tourner oui. vers Pas du vous, tout. Exactement. Alfred, Alfred pour poser une question technique. Comment peut-on décider d'un cessez-le-feu quand il n'existe aucun mécanisme sur place pour le contrôler ou le vérifier? Exactement, c'est tout le problème justement de tous ces appels au cessez-le-feu qui fait effectivement que on s'en remet à la bonne volonté des acteurs sur le terrain. C'est vrai Et, dans toutes les voilà. situations Et ce qui fait de cette nature. La justement, bonne volonté de... des deux protagonistes sur le terrain. Oui. Et c'est pourquoi tous ces appels ont échoué parce qu'on n'a pas mis en place le dispositif pour permettre de surveiller réellement l'application de l'appel au cessez-le-feu. Oui. Et c'est ça qui fait effectivement aussi problème par rapport à l'Union africaine et à la commission qui a été mise en place, des 5 chefs d'État, etc., pour entamer ces négociations et la mise en place justement du dispositif de suivi du cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'entre le moment où les résolutions sont prises et leur application, c'est-à-dire la mise en place, il se passe un temps tel que, finalement, les protagonistes sur le terrain, eh bien, tant qu'il n'y a rien qui les empêche de continuer. Alors, mais on peut dire aujourd'hui qu'on est dans une situation de ni paix ni guerre, ni cessez-le-feu, ni guerre, puisque... Enfin, ni paix ni guerre, mais en tout cas... En réalité, c'est escarmouche à Walikale. Oui, ça reste occupé. Non, oui. non, ça c'est... La ville de Goma est Mais occupée. oui, Toujours. Goma, Bukavu, c'est Sur le ça. front, il y a une certaine stabilité. Voilà, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire qu'il y a que un- figement, C'est figé. les lignes sont Presque figées. Le conflit est Ah, figé. oui, à part Voilà. certaines attaques, notamment des gens qui Avec sont pas une partie contrôlés du par le territoire, pouvoir. donc des occupé Ouazalendo, par le des miliciens, oui. Avec une Non, partie, pas seulement, partie même du le territoire. M23, par exemple, Oui. qui a attaqué Walikale, alors que justement les négociations étaient en Ils- cours. ils étaient et déjà à que, Walikale. Voilà, non, ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Allez-y. Voilà. Et que donc, Ça devient justement, compliqué. au fond, c'est apparu même aux yeux de Kagame comme une sorte de transgression justement de cet appel qui était fait au Qatar de dire on fige la situation, cessez le feu, en attendant que la deuxième phase qui est en cours justement au Qatar se mette en place. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement de cette rencontre entre la délégation de Kinshasa et celle du M23 à Doha? De quoi peuvent-ils parler? Quels peuvent être les termes de cette, des négociations? S'il y a négociation, est-ce qu'on peut imaginer un retrait pur et simple du M23 par exemple des territoires occupés?
Non, il ne peut pas y avoir de retrait des territoires occupés. Non, il n'y aura pas de retrait. J'en suis convaincu. Mais ils vont parler, l'OTAN, les négociations, ça sert. Chacun, il va dire, notamment le M23, va exposer en disant, moi, voilà ce que je veux, ça et ça et ça. Mais que veut le M23 finalement? C'est prendre une partie de la RDC, occuper les territoires indéfiniment? Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Non, mais en réalité, vous qui réalité, connaissez bien la situation, qui observez attentivement, mais dans tous les cas, quelles peuvent être finalement les finalités de ce conflit, quoi? Mais comment le conflit est exposé? Que veut le M23? Que veut l'AFC? Que veut Paul Kagame? On sait ce que veut Tshisekedi, c'est que son territoire soit libéré. On dit AFC M23. Oui. D'accord. C'est une entité, c'est une seule entité. Mais après, il y a ce qui a été dit. Ce qui a été dit d'ailleurs bien avant, ce qui a été négocié, parce qu'avec Kabila, ils avaient négocié certaines choses. Mais par rapport à ce qui a été négocié, à mon avis, compte tenu du terrain, ils vont avoir d'autres revendications. Je vous pose la question autrement. Qu'attendez-vous de cette rencontre entre la délégation de Kinshasa et celle de l'AFC M23 à Doha? Quelle pourrait être, selon vous, l'issue de ces négociations? Et comment voyez-vous ce conflit évoluer au cours des prochaines semaines? Oui, moi ce que j'attends, c'est d'abord un cessez-le-feu, que ce soit stabilisé et figé pour le moment. Figé? Oui. D'accord. Oui, bien sûr, un cessez-le-feu, c'est ça. Un cessez-le-feu, ça veut dire chacun reste sur ses positions. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une certaine clarté par rapport aux revendications et aux réponses de l'autre partie du pouvoir. Il y a des revendications. Tu connais les revendications du M23? Quelles sont les revendications du M23? Dans tous les cas, on connaît certaines revendications. Oui. Il y a notamment le retour des réfugiés. Il y a 300 000... Il y a 300... Bien sûr, il n'y a personne qui a interdit à ces 300 000... Si 300 000 il y a, de revenir à RD Congo. Tu penses qu'on peut faire revenir les réfugiés comme ça? On n'a jamais vu... Allez, juste un petit exemple pour te contredire. Lorsque le RDF M23 ont pris Goma, semble-t-il, ils auraient capturé des FDLR. Quand ils les ont remis à Kigali, ils sont passés par les Nations Unies? Mais ça c'est autre chose. Les FDLR qui ont été capturés étaient en tenue militaire congolaise. Ils ont été. Donc, mais alors, et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas remis justement aux Nations Unies pour que les Nations Unies les remettent au Rwanda? Je continue. Tu n'en sortiras pas. Alfred, je continue. Gracien, tu n'en sortiras pas. Il y a la question qui a été posée. Tu n'en sortiras pas. Il n'y a pas 300 000 Congolais au Rwanda comme réfugiés. Et personne ne leur a interdit de rentrer au Congo. On ne rentre pas comme ça, les réfugiés. Bon, il y a deuxième chose, ce qu'ils vont demander, c'est notamment la sécurité au niveau du Kivu, la sécurité de la population qui est à cet endroit. Oui, bien sûr, ils vont demander des mécanismes de sécurité pour ces gens. Et éventuellement, il va y avoir aussi, je pense qu'il va y avoir une négociation sur le statut de la région. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement, avant de passer à un autre sujet, le statut de la région, c'est quoi? Si je peux poser une question. Qu'est-ce qui rend, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas au fait de la situation autant que vous, ou autant qu'Alfred, qu'est-ce qui rend ces revendications dont vous parlez légitimes aux yeux des populations? Parce que les populations ont leurs terres qui sont occupées. Non, mais je parle des Congolais, par exemple. Parce que ça se passe sur le sol congolais. Qu'est-ce qui rend légitime les revendications, celles que vous évoquez en tout cas, du M23 sur le sol congolais? Mais c'est que vous me demandez de... Je veux pas légitimer... Selon vous? Moi, je ne veux pas légitimer les revendications. Mais je parle de revendications telles que ça se présente. Est-ce que vous la considérez comme légitime ou pas? Pour moi, je le considère comme légitime. Le retour des réfugiés et la sécurité des gens qui sont dans le Kivu. En fait, Gracien est en train de s'embrouiller dans le narratif de Kagame et il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, déjà, dans les préalables des négociations... Ça, c'est un procès d'intention. Non, c'est tout à fait la vérité. Ce ne sont pas des revendications de Kagame déjà. C'est le M23. Au Qatar, les discussions préalables qui ont eu lieu cette semaine visaient justement à fixer le cadre futur des discussions. La RD Congo a mis sur la table les revendications que l'on connaît, c'est-à-dire le désarmement du M23, le retrait des terres occupées. Il n'y aura pas d'intégration systématique dans l'armée, leur désarmement et puis retour à la vie civile pour ceux ou celles qui le voudraient. Mais il s'agit des négociations.
ce sont les préalables qui sont posés sur la table. Finalement, il ne reste rien à négocier. Le M23 dit ceci, des garanties. Quelles sont les garanties de sécurité? Ils disent qu'ils ne vont pas quitter Goma ou Bukavu s'il n'y a pas de garantie de sécurité pour leurs dirigeants, qu'ils ne soient pas poursuivis, qu'ils ne soient pas jugés, arrêtés, et que tous ceux qui auraient été capturés, enfin, qu'on amnistie. D'accord. Voilà. Alfred, je ne crois pas une seule. C'est ce que le M23 a posé préalablement. Maintenant, les délégations qui vont venir vont discuter de toutes ces questions. C'est pourquoi Alfred, je ce sont ne des crois négociations. pas une seule seconde que le M23 ait posé voilà. Mais c'est l'objet des négociations, ça. Exactement. C'est l'objet des Voilà. négociations. Je ne crois pas. Je ne crois pas ça maintenant, parce que ça voudrait dire que par rapport aux revendications, aux fausses revendications dont Gracien ce ne nous sont a pas parlé. des fausses revendications. En Ce fait, ne sont pas des fausses ce revendications. sont des fausses revendications. Non. Allez, tu sais quel est, Tu sais bien que c'est le terrain qui détermine les négociations. Quel est le pourcentage de la population rwandophone de Goma et de Bukavu par rapport au reste de cette population-là? On ne parle pas seulement de population rwandophone. Bien sûr. Alfred, laissez Gracien répondre. Allez-y. Oui, les négociations, Mais le M23 défend les qui? négociations sont déterminées par le terrain. Il y a sur le terrain, bien sûr, que tu ne peux pas demander à ce que le M23 aujourd'hui fasse ce qui a été fait. Non, on te dit, on a posé sur les deux délégations ont posé sur la table les données de la négociation. C'est ce que tu penses, mais c'est pas ça. Voilà. Bah, écoutez, on va conclure. Est-ce que vous pensez quand même que, voilà, évidemment, vous n'êtes pas, ce n'est pas de la divination, c'est juste, ce sont des hypothèses, que cette négociation à Doha pourrait faire évoluer un tant soit peu la situation à l'est de la RDC? Pour ma part, oui, c'est-à-dire la dynamique est enclenchée. Mais on sait ce que sont les négociations. Ça prend toujours du temps. Oui. Et ça avance à petits pas. Ça dépend aussi de la bonne volonté de exactement. Alors, tous les acteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, que ce soit du M23 FC, ils ont compris qu'il n'y aura pas de victoire militaire sur le terrain et tous les parrains sont dans cette logique-là. Bien. Donc, ils veulent effectivement arriver à des discussions, des négociations qui mettent un terme justement à la guerre à l'Est. Voilà. Et ça se heurte à cette question, évidemment, de qu'est-ce qu'on met dans la balance, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Pour conclure? Oui, je pense que les négociations vont aboutir, mais pas compte tenu des conditions d'Alfred. Mais je n'ai posé aucune condition. Des négociations, finalement. J'ai rappelé simplement ce qui a été posé sur la table. Oui. Mais vraiment on peut avoir des surprises par rapport à ce qui va être décidé, parce qu'en fait, le Congo, RD Congo, il faut se dire que militairement sur le terrain, il y a la réalité des choses, et on sait bien... Ça veut dire quoi, la réalité des choses? La réalité, on voit bien. Au Congo, c'est l'occupation d'une partie du terrain. Ah oui, dis les mots, c'est l'occupation d'une partie du territoire congolais. Oui, exactement. Par le M23. Donc, du coup, le M23 aura de quoi... Il faut dire clairement. Est-ce que vous attendez dire que le rapport de force aujourd'hui profite davantage au M23 plutôt qu'à l'armée congolaise? C'est ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Mais c'est connu. C'est connu. Il y a déjà l'armée burundaise qui est dedans. Et il y a aussi des militaires belges qui sont arrivés à Kindu, qui sont là. Mais oui, Gracien raconte n'importe quoi. C'est la conclusion. Il y a eu un démenti. On a l'occasion d'y arriver. Il y a eu un démenti, mais la réalité est là. Démenti ferme de la réalité est là. Bon, ce dialogue prouve que la négociation n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Et le conflit est en cours. Et évidemment, nous avons une pensée pour tous les habitants qui souffrent de ces villes occupées, de ces régions occupées à l'est de la RDC. Une forte pensée pour eux, parce on comptait pas moins d'1 500 000 déplacés depuis l'offensive du M23 sur Goma, et évidemment des centaines de milliers de personnes blessées ou en tout cas victimes de cette offensive. Je pense que c'est quand même là l'essentiel auquel il faut revenir.